Access, entreprise du numérique, vous propose une offre digitale globale assurant un système d'information performant et sécurisé. Le groupe se divise en 3 pôles d'expertise. Le pôle Cloud Computing, une équipe dédiée pour vos projets d'hébergement, cybersécurité, infogérance et intégration de solutions open source. Le pôle Software, qui assure le développement de logiciels métiers, notamment pour les secteurs de la santé, de l'éducation et de la formation. Enfin, le pôle Digital Service, une agence de marketing digital pour vous guider dans la réussite de vos projets de communication web, data et plurimédia. Access C, plus de 20 ans d'expérience, avec 300 collaborateurs passionnés, assurant la mise en œuvre et le suivi de plus de 4000 projets clients sur l'année. Parce que demain est important, Access agit aujourd'hui. Via notre démarche RSE, nous plaçons l'humain au cœur de nos actions. Partenaire de confiance, acteur engagé contre le changement climatique et soutien actif à l'entrepreneuriat, l'éducation et la formation, Access se positionne aux côtés de ses clients pour un avenir durable. Le pôle Cloud Computing d'Access est certifié ISO 27001-2017, HDS et labellisé Expert Cyber. Des équipes de passionnés, une relation de confiance pour des projets numériques menés avec vous. Eh bien, bienvenue à notre session sur les 13 règles cyber. Pas de superstition, s'il vous plaît. Ce n'est que du bonheur. Je n'ai pas affiché ma vidéo. Voilà, c'est mieux. J'espère que tout le monde m'entend également parfaitement. Toujours ravi de me retrouver parmi vous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, avec plus de 20 ans d'expérience dans le milieu informatique professionnel, où j'ai évolué sur des postes de consultant terrain, chef de projet, responsable des systèmes d'information auprès de nos clients, et également manager IT sur les pôles infrastructure et cybersécurité. J'ai rejoint Access afin de renforcer l'équipe avant-vente du pôle Cloud Computing en tant qu'ingénieur technico-commercial. Le sommaire, avec les parties que nous allons aborder durant cette session, et tout de suite quelques exemples et chiffres pour commencer. Alors, une petite mise en contexte. Pourquoi êtes-vous une cible des cybercriminels? Vous stockez des informations confidentielles et personnelles, adresses, email, téléphone, etc., sur vos ordinateurs et mobiles. L'investissement dans la cybersécurité, qu'elle soit pro ou perso, est souvent limité, donc friable. Les utilisateurs ne sont malheureusement pas suffisamment sensibilisés aux risques, et une interconnexion, que ce soit par le cloud, les fournisseurs, les clients, plus globalement, avec tout le monde via Internet. Donc, toutes ces raisons font que quelques exemples concrets en 2024, et l'année n'est pas encore terminée. On avait le groupe Ramsay Santé en janvier, une cyberattaque perturbant 3 établissements de santé à Lyon, Bourg-en-Bresse et Toulouse. France Travail, février, les données de 43 millions de demandeurs d'emploi qui ont été dérobés par des pirates français. Alors là, je ne sais pas si on peut dire cocorico, mais en tout cas, le mal a été fait. Saint-Nazaire, avril, cryptovirus a paralysé environ un tiers des 450 serveurs de la ville et de son agglomération. La Société Générale, dans l'exemple suivant, depuis le début d'année, avec une vaste campagne de phishing par email ou par SMS, visant à dérober les informations bancaires de ses clients. Des attaques qui peuvent être également opportunistes. Récemment, on a eu les Jeux Olympiques, Paralympiques, qui est une véritable mine d'or pour le phishing, notamment sur la billetterie. Et la rentrée des classes n'est pas exempte, avec des emails imitant les applications scolaires. Bref, ces cyberattaques médiatisées mettent en lumière la vulnérabilité des infrastructures pourtant critiques, que ce soit par des chemins détournés ou des prestataires intermédiaires. D'où l'importance de renforcer la cybersécurité
pour tous et à tous les niveaux afin de protéger les données sensibles et assurer une continuité de service. Pour s'en assurer, je vous invite, je commence un petit teasing de la semaine, le jeudi 14h30 sur le webinaire de la gouvernance cyber. Il y a le témoignage très intéressant du directeur général du CITIV. Enchaînons avec un rapide sondage. Sachant que personne n'est à l'abri, combien vous coûterait une interruption de votre informatique suite à une cyberattaque? Donc là, vous aurez le sondage qui va s'afficher sur vos écrans. Alors, personne n'est à l'abri. Des structures comme Orange ont déjà subi par le passé des cyberattaques, notamment avec fuite d'informations. Alors, je ne sais pas si le sondage est bien affiché. Hop. Pour ça, je laisse Emeline. Parfait. Bah, je vais voter aussi. Alors, on est à un bon résultat. Plus de 50 000 €. Eh bien, tout à fait, si on va le voir dans les chiffres, qui sont en constante augmentation. Alors, ça peut paraître des montants importants, plus de 60 000 € pour une entreprise. On voit que pour les PME, c'est des montants de plus de 300 000 €. J'ai pas mis les grands comptes, mais là, on dépasse le million. Alors, pourquoi des coûts tellement importants et toujours en augmentation? Parce qu'il y a des coûts directs, il y a des coûts indirects, que ça soit l'investigation, la mise en sécurité, les contrôles adaptés, mais aussi une perte de réputation, de confiance et donc forcément de clients. Le constat est que l'entreprise subit en moyenne plusieurs jours à plusieurs semaines de blocage et souvent des mois de retour opérationnel complet sur certains services. Comme en discutent nos deux marathoniens, une entreprise française sur deux a déjà été impactée par une cyberattaque et 90% de ces attaques débutent avec du phishing. Sur ce fameux hameçonnage en français, quand il est massif, personne n'est à l'abri, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Le phishing, pour faire court, c'est une technique de piratage en usurpation d'identité, je vais y arriver, et ainsi mettre le pied dans la porte pour dérouler son attaque. Nous verrons cela plus en détail dans le webinaire de cet après-midi, 14h30, donc inscrivez-vous si ce n'est déjà fait. Et nous allons débuter ensemble, donc attachez vos ceintures, les 13 règles avec les principales recommandations sans trop rentrer dans la technique, je vous rassure. Pour cela, nous nous appuyons sur le référentiel de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est un peu notre gendarme du numérique, dont les principales missions sont l'accompagnement et le conseil, justement, sur les bonnes pratiques adoptées. Sans plus tarder, la règle numéro 1. On réalise un inventaire de l'intégralité de tous les périphériques. Au niveau des logiciels, il faut décrire leur nature, leur fonction principale et leur version. Les licences aussi, notamment pour la maintenance. Se poser les bonnes questions. Où sont conservées les données pour la comptabilité ou les payes? Qui et comment accède au système d'information? Vérifier qu'aucun accès inutile n'est maintenu, que ce soit un ancien employé ou un ancien prestataire, et diminuer ainsi la surface d'exposition aux menaces. Tout accès Internet vers un prestataire ou un partenaire doit être recensé, de même que les accès des employés en nomadisme. C'est vraiment la première question à se poser pour renforcer le système d'information et appliquer les mesures de protection adaptées, même s'il n'y a qu'une seule personne. C'est un peu votre valise de voyage. Vous devez savoir ce qu'elle contient et ce qu'il vous manque pour passer de bonnes vacances. La règle numéro 2, alors c'est tellement évident, mais effectuer des sauvegardes régulières permet une restauration plus rapide des activités opérationnelles en cas d'incident, peu importe le type d'incident. Grâce à un inventaire préalable qu'on a réalisé au point numéro 1, vous avez pu déterminer quelles données sont essentielles à la poursuite de votre activité sur l'ensemble de vos matériels. Alors, on ne va pas détailler ici la grande règle des 3, 2, 1 qui a été étendue à la 1.0. Si vous souhaitez approfondir le sujet, notre partenaire Vim, leader de la sauvegarde, est présent au webinaire de demain, c'est ça, demain 11h. Un petit teasing. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde a déjà perdu des photos, des vidéos de famille
à titre perso suite à des vols, des pertes ou des défaillances d'un mobile, d'un support USB. Donc retenez que la sauvegarde en entreprise, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Point numéro 3, les délais entre la publication d'une vulnérabilité, principalement sur des services exposés, et les attaques sont de plus en plus courts. Il y a comme une industrialisation avec une exploitation massive après les révélations officielles en seulement quelques jours. En 2021, c'était les serveurs de Microsoft Exchange en local, on-premise, qui ont subi une vague, enfin même plusieurs vagues successives de failles, d'attaques, d'exploitation des différentes failles, de correctifs de la part de Microsoft et surtout de remédiation en urgence perturbant les utilisateurs sur plusieurs journées dans le meilleur des cas. Et tout ça à répétition. Il est indispensable d'effectuer dès que possible les mises à jour système d'exploitation et de tout autre logiciel dès que la mise à disposition des correctifs de sécurité par leurs éditeurs ou les fabricants sont disponibles, voire si possible les automatiser. Le point numéro 4, l'antivirus, c'est vraiment la première ligne de défense contre les attaquants. L'antivirus protège, contre les menaces connues, les virus, les vers, les chevaux de Troie, tout ce qui est logiciel espion, les spyware ou les autres malwares, qui évoluent très rapidement. C'est des centaines de milliers de codes malveillants qui apparaissent chaque jour. Donc avec cette évolution croissante des menaces, il y a la technologie Endpoint Detection and Response, fameux EDR, qui s'impose avec une analyse comportementale des actions. Par exemple, si vous avez une tentative répétée de changement de mot de passe à 3 heures du matin, ou si vous avez une tentative d'arrêt des services de protection de l'antivirus sur un des serveurs, ça provoque une alerte. Une alerte, et selon le niveau de gravité, une isolation automatique, une coupure de l'ensemble du réseau sur ce périphérique, ce qui permet à nous de lancer des investigations, de lancer la remédiation et surtout les contre-mesures adaptées. Petit point d'attention, je le précisais à chaque fois, un antivirus, l'antivirus et l'EDR sont vraiment complémentaires. C'est un peu comme en voiture, l'antivirus, ce sont les freins. Et quand on veut l'EDR, qui pourrait être l'ABS, on n'enlève pas les freins, on garde les deux. Voilà. J'en profite pour dérouler encore une étape de notre marathon, c'est justement jeudi 9h30, notre partenaire WeSecure qui pourra développer ce sujet. Règle numéro 5. De nombreuses attaques sur Internet sont facilitées par l'utilisation de mots de passe trop simples et souvent trop, souvent réutilisés d'un service à l'autre. Il doit être différent, c'est primordial pour chacun des accès, afin d'éviter un effet domino en cas de compromission. J'ai tellement vu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou AZERTY, donc maintenant on oublie totalement. La recommandation actuelle, c'est 12 caractères minimum pour une utilisation, je dirais classique, utilisateur. Et aussi, 12 caractères, c'est pour anticiper les techniques de piratage futures. Mais pas que, parce que j'ai testé un AZERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est déjà connu, comme le montre l'affichage à l'écran. C'est mathématique, hein. Moins on a de caractères, moins il faut de temps pour le craquer. Si nous prenons une combinaison complexe, alphanumérique, avec des majuscules, des symboles, des chiffres, mais seulement 6 caractères, le temps estimé est en moyenne à 12 heures pour le pirater, donc c'est extrêmement court. Alors que si on le double, donc 12 caractères, on passe à plusieurs millions d'années. Donc, bien sûr en conservant la complexité, évidemment, mais surtout rien de personnel non plus ou d'évident dans le mot de passe. On oublie les codes postaux, les prénoms, les dates de naissance, etc., etc. Tout ce qu'on pourrait retrouver sur des réseaux sociaux notamment. Petite astuce, alors vous pouvez laisser libre cours à votre créativité pour créer un mot de passe solide comme indiqué à l'écran, ou utiliser simplement un gestionnaire de mots de passe. C'est une sorte de coffre-fort pour stocker toutes ces informations cruciales. À titre d'exemple, alors je pourrais citer Dashlane ou Bitwarden. C'est des versions gratuites qui sont proposées, forcément gratuit, fonctionnalité limitée. Par contre, si vous voulez un produit certifié par l'ANSI et complètement gratuit, vous retrouverez KeePass qui est également affiché à l'écran.
Donc moi personnellement, je ne connais que 2 mots de passe, c'est celui du déverrouillage de mon poste et celui de mon gestionnaire de mots de passe qui crée aléatoirement et mémorise absolument tous mes autres mots de passe. Point numéro 6. Allez, on est bientôt arrivé. Les attaquants tentent souvent d'étendre leurs intrusions aux autres postes et aux serveurs pour prendre entièrement le contrôle. Alors le pare-feu, simplement, c'est fait pour bloquer. Et sans besoin particulier, on le laisse activer avec son paramétrage par défaut, qui bloque toutes les connexions entrantes. Ça constitue déjà le premier niveau de protection pour empêcher tous ces déplacements latéraux. Au-delà, pour une protection périmétrique de l'ensemble de l'infrastructure, tout ce qui est règles de filtrage, conservation des journaux, sécurisation, SD-WAN ou SASI, rien à voir avec la chanteuse, mais rendez-vous jeudi 11h, c'est notre partenaire Cato qui pourra vous présenter justement la partie SD-WAN SASI. Pour la partie Firewall, c'est vendredi à la même heure, 9h30, pour notre partenaire Stormshield. La règle numéro 7, je me répète, mais il faut des mots de passe différents pour chacun des services, et pour la messagerie, il doit vraiment être fort et unique. La messagerie, c'est un peu le saint graal du hacker. Pourquoi? Parce qu'il pourra graviter, regarder dans votre historique les sites consultés, et comme ça ainsi réinitialiser tous les mots de passe oubliés, hein, le recevoir dans la messagerie et reprendre la main sur tous les sites annexes, et relancer souvent des attaques vers vos contacts en usurpant votre identité. Dans tous les cas, un doute sur un email, contactez directement l'émetteur pour contrôle via un autre canal. Vous recevez un mail, un doute, prenez le mobile, vous l'appelez. Donc, mettre que ça soit un antivirus, un anti-spam ou un anti-phishing pour protéger vos messageries, ça permet d'augmenter les capacités de détection des tentatives d'attaque. Et c'est notre partenaire Vadé, alors je regarde, qui explique justement comment il a intégré l'IA dans sa solution, donc l'intelligence artificielle. Juste après, c'est le webinaire de 11h. Donc il a encore temps de s'inscrire pour les retardataires. Oui, je profite de faire la promo de toutes les autres sessions de la semaine, mais hop, on est généreux. La règle numéro 8, le nombre de fois où un dirigeant m'a demandé d'avoir l'ensemble des droits administrateurs pour son compte et accéder absolument à tout. Bon, il m'a fallu beaucoup de pédagogie. Je suis d'accord pour mettre un accès complet à tous les fichiers, mais pas au reste, pas au serveur, pas à l'ensemble de l'infrastructure. Parce qu'en cas d'un cryptolocker depuis le poste du dirigeant, c'est pas un simple dossier qu'il faudra restaurer en quelques minutes. On expose toute l'infrastructure et là, ça se compte en jours de restauration. Donc, avec toutes les précédentes explications qu'on a eues précédemment, pas besoin de développer. Plus on a de privilèges, plus le risque est élevé et plus on facilite surtout le travail du hacker. Quand un collaborateur quitte l'entreprise, on en revient à l'inventaire de tous ses accès pour les révoquer et faire de telle sorte que lui-même ou un tiers ne puisse plus en faire usage. Et on évite aussi tout ce qui est usage perso ou familiaux. Les parents qui ont déjà laissé par le passé un enfant utiliser leur ordinateur pro à la maison, s'il vous plaît, c'est un nom catégorique. J'ai encore en tête un exemple, le petit bout de chou qui s'ennuyait, qui installait des jeux gratuits sur l'ordinateur non verrouillé. Enfin voilà, il a bien joué, hein, c'était bien. Hein. Sauf que le crypto qui s'est joué le lendemain au bureau quand le parent a reconnecté son poste, il s'est bien joué aussi le lendemain. Donc par sécurité, même à la maison, on verrouille s'il vous plaît sa session. La maîtrise du risque numérique. Alors, les principales menaces en déplacement, le vol, l'espionnage, la destruction, ou se retrouver avec un équipement piégé à votre insu. Il existe des ducky USB ou des keyloggers, ça coûte quelques dollars sur le dark web. C'est instantané. Et pendant que vous êtes aux toilettes dans le train, le portable est resté sur la tablette, parfois même déverrouillé. Bon, ça se joue en quelques secondes. Les bonnes pratiques, refuser toutes les clés USB, surtout celles qu'on trouve sur le parking. Vous évitez aussi les prises USB de recharge en libre service, surtout en Chine. Et pas de Wi-Fi hotspot, hein, vous avez la 4G sur votre mobile, un partage de connexion, c'est beaucoup plus sécure. Mettez vos équipements en sécurité si vous absentez, c'est aussi une évidence. Règle numéro 10.
Alors, il est possible de facilement rester informé grâce au site cybermalveillance.gouv.fr qui est affiché à l'écran. Et pour aller plus loin techniquement, on a le CERT également avec le lien qui vous est indiqué. Il devient indispensable de mettre en place les bases d'une culture de l'hygiène informatique par une information du personnel aux bonnes pratiques de sécurité et aux principales menaces qui peuvent affecter la vie en entreprise. Ça peut être une charte, ça peut être une communication régulière, mais par expérience, il faut que ça soit ludique, pédagogique, sans trop rentrer dans la technique, et assez court en termes de temps, mais répété. Donc, pour les intéressés, je présente justement notre collègue Albert cet après-midi. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour le second webinaire de la journée que je présenterai. La règle numéro 11, alors les sociétés d'assurance qui proposent des clauses permettent de se prémunir de certains risques d'origine numérique. Selon les contrats, il y a différents types de protections qui peuvent être proposées, des garanties qui couvrent contre une perte d'exploitation, un accompagnement juridique ou une prise en charge d'un accompagnement plutôt technique pour une restauration du système d'information après une cyberattaque. Alors, quelle que soit la forme, rapidement, il est important de vérifier que tous les risques les plus redoutés par l'entreprise soient bien inclus pour la pérennité de l'entreprise et donc que tous ces risques soient couverts. Et un petit rappel, l'obligation aussi de déclarer un incident dans les 72 heures pour être indemnisé. Important de le préciser. Comme toute la documentation du système d'information, une gestion de crise, ça se prépare à l'avance. Le nerf de la guerre, ça reste toujours la sauvegarde. Et quand un rançongiciel, en français, aura chiffré vos données, c'est seule l'existence d'une sauvegarde intègre qui permettra de redémarrer rapidement votre activité. Alors évidemment, ne jamais payer la rançon. Il existe de plus en plus de solutions de déchiffrement qui sont à disposition. Par contre, il est nécessaire de porter plainte. Excusez-moi. De mémoire, dans le cadre de la RGPD, le Règlement général de la protection des données, en cas de fuite de données qui finiront très probablement sur le dark web, les entreprises traitant des informations personnels, publics, sont tenus de faire une déclaration auprès de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et liberté, et d'en informer aussi leurs clients. Donc pour appréhender aussi, je parle beaucoup du dark web, c'est mercredi 9h30. Donc si vous voulez plus d'informations sur le dark web, vous aurez toutes vos réponses. Et la règle numéro 13, on a tenu bon. Alors pour cela, la boucle justement est bouclée. On reprend son inventaire réalisé au point numéro 1. Alors le cloud, ce sont des opportunités, mais aussi des risques. Il ne faut pas oublier. Ça met à disposition des clients un grand nombre de services et de fonctions, mais il convient de s'approprier et d'apprendre à bien configurer pour s'assurer du niveau de sécurité au risque au final d'être mal protégé. Au départ, Exchange Online ne proposait par exemple pas l'activation automatique de la double authentification qui est pourtant un élément clé de la protection. Donc que ça soit en cloud ou on-premise, en local, des audits de sécurité sont nécessaires pour connaître le niveau actuel et justement régler la barre sur celui que vous souhaitez. Et bien se faire accompagner, c'est primordial pour ce changement important. Alors justement, l'audit Active Directory, c'est un exemple parfait avec de multiples failles de sécurité latentes. Qu'est-ce que c'est l'Active Directory, pour simplifier, c'est un annuaire centralisé gérant la sécurité pour se connecter au serveur, dans lequel on retrouvera les identifiants, les mots de passe, les droits d'accès, etc., etc. Certains AD ont plus de 20 années d'existence, des failles qui perdurent pendant les migrations et des menaces qui augmentent, ces failles pouvant être exploitées. La première étape avec un audit Active Directory ou LDAP, c'est de réduire justement la surface d'attaque de ces infrastructures
grâce à plusieurs thèmes abordés comme la désactivation des utilisateurs inactifs, des systèmes d'exploitation obsolètes, des contrôles de privilèges, des stratégies de mot de passe, tout ce qu'on a vu précédemment. Jusqu'à présent, 100% des audits que nous avons réalisés comprennent au moins une faille de sécurité critique. Alors l'objectif, c'est bien sûr de sortir de la zone rouge en appliquant un ratio qu'on appelle 80-20. On tente de remédier rapidement à 80% des points de sécurité sur 20% des actions. Ça peut être très efficace. Et ça nous permet surtout de prioriser justement l'efficacité et le budget client. Bien sûr, au final, le but, c'est d'arriver à positionner tous les curseurs dans le vert. Et pour un renforcement de 3, 6, 5, les solutions de Microsoft 365 sont des solutions cloud, donc en ligne sur Internet, donc exposées aux menaces en permanence sur le web. Et il n'y a pas de sauvegarde par défaut, j'insiste sur ce point. Là encore, un audit est nécessaire pour connaître le niveau actuel et fixer celui à atteindre avec un plan de remédiation adapté, dans le but de renforcer la sécurisation, notamment grâce à la mise en place de bonnes pratiques préconisées par Microsoft. Par exemple, on a l'accès conditionnel qui permet, si vous limitez uniquement à la France, de bloquer toutes les connexions entrantes en provenance des autres pays. Très efficace. Nécessite une licence au-dessus. Mais bon. Les mots de passe, vous savez à présent quoi faire. On va pas revenir dessus. Et surtout, le niveau... l'outil que je retiendrai en particulier, c'est le MFA, la fameuse double authentification, multi-factor authentication, qui permet de se prémunir de 99,9% de la compromission d'un compte. Ce sont les stats de Microsoft. C'est un peu comme à sa banque qui demande de saisir le fameux code à 6 chiffres que vous avez reçu par SMS afin de s'assurer que vous êtes bien la bonne personne. Le MFA, c'est aussi inclus de base, donc pourquoi s'en priver ? Ça devrait être obligatoire. Pour conclure, alors je termine avec notre portfolio simplifié. Suivant vos besoins, ça propose un panel de protection et de sécurisation de l'ensemble des systèmes informatiques, que ce soit de la sécurité périmétrique aux audits, avec un très large éventail. Si vous avez un projet, Access aura la solution, donc contactez-nous et nous répondrons à vos questions. Sans transition, les questions. Donc je suis tout oui, je regarde tout de suite au niveau du chat. Alors oui, le replay sera disponible. Pour ça, je laisserai Emeline renvoyer les liens et vous pourrez justement aller aussi sur access.fr pour avoir l'ensemble des webinaires et des sessions de la semaine qui seront disponibles après. Alors, j'ai KeePass sur PC, mais avez-vous la même application sur le téléphone portable? Alors, KeePass, on va dire c'est un vieux de la vieille. Non, il se fera pas directement sur le mobile. Ça reste un outil vraiment utilisé pour ordinateur. Par contre, dans les exemples précédents que j'ai cités, que ce soit Beavernote, Dashlane, OnePassword, enfin il y en a moult et moult, vous avez des solutions qui existent également en compatibilité mobile et une synchronisation cloud. C'est-à-dire vous allez modifier sur votre mobile, il va automatiquement apparaître sur votre ordinateur. Il y en a également un qui est validé par l'ANSSI, je crois que c'est LockSelf. Donc allez faire un petit tour. Par contre, forcément, celui-ci sera payant. Alors, Google Chrome nous propose d'enregistrer nos mots de passe dans son gestionnaire. Est-ce une bonne chose? Non. Clairement, enfin, je le déconseille. Le fait d'avoir... alors après, il faut pouvoir configurer le MFA, la double authentification. Mais clairement, on a des possibilités justement dans un navigateur de pouvoir retrouver des mots de passe qu'on pense masqués par les fameux caractères. Ça prend quelques secondes. Moi, je préconise d'avoir une solution tierce à part, qui est complètement étanche au navigateur, qui n'est pas intégré directement dedans, pour justement plus de sécurité. Donc non, je déconseille. Après, à titre perso, c'est un minimum de protection. À titre professionnel, le gestionnaire de mots de passe à côté. Eh ben parfait. Quels sont les risques de synchroniser OneDrive
avec un répertoire de notre réseau? Alors, je comprends pas la question. Quels sont les risques de synchroniser OneDrive avec un répertoire de notre réseau? Ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Je dirais la problématique quand on n'a pas un outil de gestion globale, c'est qu'un utilisateur va après derrière, rien n'empêche de pouvoir exfiltrer des données à partir d'un OneDrive. Il faut vraiment avoir justement ces niveaux de paramétrage, de supervision qui seront mis en place. S'il y a besoin de plus de précision, si j'ai répondu à côté, n'hésitez pas en off de reposer vos questions, on vous recontactera directement. Je reste totalement disponible pour faire le service après-vente. Pas d'autres questions? Bon, on se rapproche de toute façon. Hop. Je regarde encore. Non, c'est bon. Donc, comme rappelé tout au long de cette session, le marathon ne fait que commencer. Donc, rendez-vous sur le site access.fr. Il y a même justement une petite pop-up pour vous inscrire. Donc, cliquez directement sur la fenêtre qui s'est affichée sur vos écrans avec le programme et les inscriptions. Alors, en conclusion, nous venons de présenter les 13 mesures cyber pour une protection globale de votre entreprise, ainsi que l'importance des audits afin de connaître le risque actuel sur lequel vous vous exposez au quotidien et surtout pour y remédier. Un peu comme un contrôle technique, hein, si vous voulez le parallèle. J'ai pas développé non plus la partie plus technique des explications sur les DMZ, sur les VLAN. Il y a certaines recommandations, elles relèvent simplement de bonnes pratiques et d'autres nécessitent un investissement plus important pour lequel Access peut vous accompagner. Notre objectif, c'est vraiment d'accroître votre niveau de sécurisation et de sensibiliser vos équipes aux bons gestes à adopter et donc protéger votre activité et vos emplois. Et aussi mettre vraiment le curseur sur le fait qu'en absence de préparation, lorsque un incident survient, c'est déjà trop tard. Donc il ne faut pas attendre que le pire arrive, il faut se protéger en amont et bien tout préparer à l'avance. Donc sur ce mot de la fin, nous pouvons conclure notre webinaire. Je vous dis merci et à cet après-midi pour la suite.